de cible directe jusqu'à présent correspondant à des enzymes virales, en fait, on n'arrive pas à faire un lien entre la réponse virologique et puis des mutations de résistance que l'on peut voir dans le virus VIH ou dans le virus de l'hépatite. Alors, voici la réponse des différents profils de réponse qu'on peut avoir sous traitement. Donc, c'est une réponse généralement biphasique, voire triphasique. Il y a une chute extrêmement rapide dès les premiers jours de traitement, qui est essentiellement liée à l'interféron impégylé. Et donc, vous voyez qu'on peut avoir soit une non-réponse, la charge virale, la quantité de virus qui est en ordonnée ne se modifie pas, soit en fait, au cours du traitement, qui est à durée limitée, qui est entre 6 mois ou 18 mois maximum, généralement, on a une diminution importante, soit très précoce, soit éventuellement un petit peu plus tardive. Et donc l'idée, l'objectif du traitement, c'est de rendre la quantité de virus indétectable, donc plus détecter de virus par des PCR très sensibles dans le sang périphérique du patient. Ensuite, donc en fin de traitement, on mesure la charge virale, la quantité par PCR qui doit être négative, et on évalue 6 mois après l'arrêt du traitement. Si 6 mois après l'arrêt du traitement, la PCR est toujours négative, on est en réponse virologique prolongée. En fait, ça correspond à une guérison. Le patient ne rechutera plus ensuite. En revanche, pendant les 6 mois qui suivent l'interruption du traitement, eh bien, on peut avoir des rebonds d'environ à peu près 10 à 30% des cas. Ce qu'on appelle des rebonds virologiques. Alors, contrairement au virus de l'hépatite B et au virus de VIH, je vous ai dit que le génome viral du virus de l'hépatite C ne s'intégrait pas. Et donc, en fait, ça permet, c'est sans doute un des éléments qui permet en fait une élimination complète du virus et une guérison. Puisque vous le savez, on ne guérit pas de l'infection VIH, mais on ne guérit jamais vraiment non plus de l'infection par le virus de l'hépatite B parce qu'on garde des formes génomiques dans le noyau des hépatocytes après infection plusieurs années, plusieurs décennies après l'infection. Alors, on n'a pas de lien entre les profils des mutations et puis la réponse. En revanche, de façon assez étrange, on a un lien très fort entre le génotype, donc la séquence globalement, et puis le taux de réponse. Donc les virus de génotype 1, qui sont les plus fréquents, donc c'est une mauvaise nouvelle, ils répondent moins bien que les autres génotypes. Donc 40 à 50% de réponse, donc de guérison. En revanche, les génotypes 2 ou 3, en fait, conduisent à environ 76 à 93% de réponse virologique prolongée, donc de guérison. Les génotypes 4 sont plus proches des génotypes 3, des génotypes 1 pardon, que des génotypes 2, 3. Donc c'est plutôt des génotypes mauvais. Donc voici différents facteurs qui ont été identifiés comme associés en fait à la réponse virologique. Et donc le génotype, bien entendu, pour des raisons qu'on n'explique pas. Après, il y a eu de nombreuses études dans différents continents qui ont essayé de faire le lien entre certains profils génétiques, certaines mutations et puis la réponse. Et donc, il n'y a jamais eu quelque chose qui soit vraiment sorti de façon reproductive. Vous voyez qu'il y a d'autres éléments. La charge virale initiale, plus la fibrose est avancée, la force cirrhose, stade cirrhose, moins la réponse, le taux de guérison va être élevé. Et donc certains facteurs liés à l'hôte. Alors voilà ce qui avait été défini, testé initialement de manière à définir les modalités thérapeutiques avec l'interféron pégylé et l'ibavírine. Les virus qui sont les mieux répondeurs, donc génotype 2 ou 3, en fait, le traitement par 24 semaines fait aussi bien que le traitement d'un an. Donc comme c'est un traitement relativement lourd, ce traitement interféron pégylé et l'ibavírine, c'est très toxique pour les cellules du sang et lymphocytes, et c'est anémiant. Il faut souvent faire de l'érythropoïétine pour aller au bout du traitement. Et donc, en fait, on se contente très bien de 6 mois. En revanche, les génotypes 1 ou le génotype 4, un an, ça fait mieux que 6 mois. Et donc, les patients sont traités au moins 1 an. Et par ailleurs, il y a des petites variations en fonction de la dose de ribavérine quotidienne, qui est un médicament qu'on prend per an. Donc, finalement, les génotypes, ils influencent considérablement la réponse virologique au traitement. Ils influenceraient peut-être la stéatose hépatocytaire, donc l'accumulation de graisse au niveau du foie pour les génotypes 3, mais ils n'influencent pas l'histoire naturelle et la sévérité de l'atteinte hépatique. Alors voici en fait la raison pour laquelle on fait les génotypes en pratique clinique, c'est pour connaître, pour prédire, en tout cas avoir une idée du taux de réponse virologique. Et donc voici en fait la proportion de patients qui sont testés, le nombre de patients pardon, qui sont testés chaque année au laboratoire, donc depuis 2002, donc c'est environ 300 patients par an.
Parmi les patients qui sont infectés en France, il n'y en a que la moitié qui se savent infectés. Ce qui fait qu'on a encore à puiser dans le réservoir en termes de dépistage. Et donc ces nouveaux patients nouvellement diagnostiqués sont nouvellement pris en charge, évalués pour un traitement. Et c'est pour ça qu'on continue à faire beaucoup de génotypes. Alors la réponse virologique précoce est extrêmement importante, puisque vous voyez que lorsque la charge virale diminue d'au moins 2 logs à 12 semaines, donc à 3 mois de traitement, et bien en fait, on va avoir un taux de réponse virologique prolongée qui va être encore relativement raisonnable. En revanche, si ce n'est pas le cas, eh bien, il y a 0% de guérison. D'accord? Donc on peut évaluer à 3 mois si le patient, finalement, en fin de traitement, aura répondu ou non. Et donc généralement, les patients, les cliniciens, lorsque le patient ne répond pas au bout de 3 mois, eh bien en fait, arrêtent le traitement. Alors, il y a quelque chose qui est sorti très récemment, hein, en fait, qui est sorti sur la base d'études très très larges de SNP, hein, de polymorphisme nucléotidique, concernant en fait le génome humain. Et en fait, il est apparu que des génotypes comportant en fait soit l'ALC, soit l'ALT, en fait influaient dans la même mesure que le génotype VHC sur la réponse virologique. Et en fait, il y a un polymorphisme qui a été mis en évidence, qui se trouve à peu près à 3000 paires de base en amont du gène qui code pour l'IL28B, et en fait qui code pour l'interféron gamma 3. Et donc, vous voyez comme finalement la répartition des allèles, la distribution des allèles chez les patients est associée à une différence de réponse virologique prolongée, donc de guérison extrêmement importante. Ça va du simple au double, et ce, quel que soit finalement le pays dans lequel ça a été étudié. Ça, c'est en termes de réponse au traitement. Alors, en fait, il y avait, on ne savait pas pourquoi, il y avait un taux de réponse au traitement qui était extrêmement variable selon le continent. Hein. Donc, les personnes d'origine asiatique répondaient beaucoup mieux au même traitement que les personnes européennes et que les personnes originaires d'Afrique subsaharienne. Et en fait, on s'est aperçu qu'il y avait une corrélation très claire entre en fait, cet allèle et puis l'origine géographique. Et donc ça explique à peu près la moitié de la différence de la réponse virologique qui était mise en évidence entre les différents continents. Alors par ailleurs, ce génotype, ce polymorphisme a un impact également sur la clairance spontanée, donc en l'absence de traitement dans les 6 premiers mois qui suivent la contamination. Vous voyez à peu près le même taux, la même différence, hein, c'est à peu près un facteur 2, et encore une fois, quel que soit le milieu. Et vous voyez ici, en fait, ce qui représentait en fait, la distribution allélique, hein, COT, à cette position nucléotidique dans le génome humain, et on voit clairement que selon en fait, la zone géographique, on n'a pas du tout la même distribution des allèles, et donc, encore une fois, c'est ce qui expliquait à peu près la moitié des différences de réponse observées entre les continents. Alors, au jour d'aujourd'hui, donc en fait, en pratique, il n'y a encore pas très longtemps, donc on pouvait considérer, si on considérait que 2 tiers des personnes séropositives en France étaient chroniquement affectées par l'hépatite C, qu'il y avait environ 190 000 personnes, donc 200 000 personnes chroniquement affectées par l'hépatite C. Ça, c'est sans doute un chiffre minimum. On sait également qu'il y en a à peu près la moitié qui sont dépistées seulement, hein, parce qu'on descend à 100 000 personnes. Et si on regarde, si on distribue selon le génotype, donc il y a 60% à peu près de génotype 1, et puis 20% génotype 3, 10% génotype 4. Et on voit finalement que parmi tous ces patients, en fait, on arrive avec le traitement actuel en France à en guérir qu'environ 50 000 sur donc, les 200 000, ce qui représente à peu près un quart. Et donc il y a depuis très longtemps, hein, depuis plusieurs années, une grosse dizaine d'années, de nouveaux médicaments qui sont développés par les laboratoires pharmaceutiques et qui ciblent les différentes étapes du cycle de réplication du VHC. Et les deux plus avancés, en fait, ce sont des classes thérapeutiques qui ciblent la protéase du virus de l'hépatite C et puis la polymérase du virus de l'hépatite C. Et c'est ce qu'on appelle maintenant les STAT-C, donc les Specific Targeted Antiviral Therapy for HCV. Et donc on change le mécanisme de traitement et on passe à un traitement qui va cibler une enzyme du virus de l'hépatite C. Donc on se rapproche de ce qu'on connaissait pour le VIH, pour le virus de l'hépatite B et puis pour le virus comme le virus de l'herpès par exemple, avec 2 cibles majeures, hein, qui sont la protéase et puis la polymérase. Alors voici la protéase,
les médicaments disponibles actuellement hors essai thérapeutique, c'est uniquement les inhibiteurs de protéase. Il y en a deux actuellement qui sont en utilisation temporaire d'utilisation, le Talaprévir et le Boceprevir. Donc voici la protéase VHC, c'est une série de protéases avec un site catalytique qui comprend en fait d'aminoacides assez éloignés sur la structure primaire. Et il y a un cofacteur en fait codé par le gène NS4A qui est indispensable en fait au fonctionnement de cette protéase NS4A. Alors la première étude en fait c'était dans Nature en 2003 et en fait elle avait montré une réduction extrêmement importante, vous voyez à peu près 3 logs, le facteur de 1000 de réduction de la charge virale dès les 24-48 premières heures de traitement par le premier inhibiteur de protéase qui avait été développé. Et donc ce médicament a été arrêté pour des raisons de toxicité cardiaque chez la souris. Et en fait, d'autres molécules ont pris le relais par la suite. Et donc, essentiellement, les travaux récents, les grosses études, les gros essais thérapeutiques ont été publiés dans le médecine. Et donc, ça, c'est un éditorial récent qui fait suite à la parution des derniers travaux en pratique que je vais vous présenter pour vous fixer un petit peu les idées concernant la différence de réponse entre interféron pilier et valirine et l'association comprenant Talaprévir et Boceprevir, en fait, tient à peu près en 4 papiers. Donc vous voyez en fait sur ce graphe, dans cette première étude, qui concernait des patients infectés par des génotypes 1 et jamais traités. Et vous voyez en fait la différence de réponse entre le bras avec le traitement standard, donc interféron pilier et des valirines, pendant 48 semaines, et puis les bras où en fait le Talaprévir était ajouté. Et donc vous voyez, je vous expliquerai, on va voir pourquoi par la suite, que le Talaprévir ou le Boceprevir ne sont pas administrés seuls, mais sont administrés en plus de interféron pégylé et ribavir. Alors, pourquoi en fait ce sont uniquement par exemple, des génotypes 1 qui sont traités actuellement? En fait, vous avez compris qu'il y avait un besoin important de traiter particulièrement, de guérir particulièrement les génotypes 1 qui est des mauvais répondeurs au traitement standard. Et donc c'est essentiellement ces génotypes qui ont été ciblés pour le développement de médicaments. Et il se trouve qu'il y a une telle diversité génétique et donc en aminoacides entre les enzymes du virus de l'hépatite C différents génotypes que en fait ces médicaments designés pour être actifs sur le génotype 1, sur la protéase du génotype 1, sont très peu actifs sur les génotypes 2, 3 ou 4. Vous voyez qu'en fait, comparé à une diminution de 4,4 log sur les génotypes 1, donc ces médicaments font moins 4 log, moins 0,5 log et moins 0,9 log sur les génotypes 2, 3 ou 4. Donc éventuellement le 2 répondrait, mais 3 et 4, en fait, qui sont la majorité des autres virus en génotype 1, répondent très bien. Et c'est la même chose pour le Boceprevir. Donc vous voyez que la différence en termes de taux de guérison, elle passe donc avec le traitement standard actuel de 40% pour les génotypes 1 à environ 67%. Donc c'est pas 100%, c'est pas 90%, mais on a quand même augmenté de façon d'au moins 50% le taux de guérison en ajoutant cette molécule. C'est un deuxième essai thérapeutique, mais je vais insister parce qu'on a à peu près les mêmes images à chaque fois. On voit vraiment donc le gain en fait de rajouter l'inhibiteur de protéase au traitement standard en termes de longévité. Là, donc, on a vu les études pour le Talaprévir, donc le Boceprevir qui est actuellement en utilisation temporaire d'utilisation également comme le Talaprévir. On voit donc les mêmes images, donc là, sauf que le graphe est inversé. Donc là, en ordonnée, on voit la proportion de PCR indétectable et on voit l'évolution avec le traitement standard et puis avec en plus le Boceprevir. Et donc on a des taux en fait, de négativité en fin de traitement, vous voyez, qui sont de l'ordre de 50% en l'absence de traitement par méthoprotéase, et qu'on ajoute une méthoprotéase, on est davantage aux alentours de 80%. Alors, par ailleurs, il y a pour le Boceprevir, on utilise, ce qui est préconisé, c'est de faire ce qu'on appelle une période, donc une période de 4 semaines, pendant laquelle en fait, on ne prescrit que de l'interféron pégylé et de la ribavir. Et de manière à aider finalement l'inhibiteur de protéase à négativer complètement la charge virale.
Et donc, on a un meilleur taux de succès, ça a été montré dans nos études,